Je vous propose maintenant de poser les questions. Il y a les questions en direct, il y a les questions à distance. N'hésitez pas. Alors, pour le public en visio, une petite précision technique. Vous ne verrez pas la salle, donc on verra à un moment comment partager ce moment collectif qu'on vit en ce moment. Mais donc, vous aurez la voix des personnes qui poseront des questions. Carmen, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une question par rapport au génotype. On n'en parle pas du tout dans le cadre de l'hépatite B. Est-ce qu'ils ont un rôle? Carmen, vous m'entendez? Oui. Je trouve ça trop compliqué. Et j'ai du mal à retenir les génotypes de l'hépatite B. Et je pense que j'arrive à me débrouiller sans, mais j'ai sans doute tort. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a des risques particuliers. Il faut appuyer sur le bouton, oui, c'est assez logique. C'est assez logique, vous comprenez pourquoi j'arrive pas à me débrouiller avec les génotypes. Et non, je trouve ça compliqué. Ça ne rentre pas en jeu pour le traitement pour les analogues. Hein. Donc voilà, après, ça change en effet en fonction des pronostics. Mais pour l'instant, ce n'est pas très décisionnel. Et puis pour le delta, c'est compliqué aussi, le génotype. Merci pour la réponse. Ça marche pas. Moi, je suis pas mieux que c'est pas pris en charge en plus. C'est pas encore le génotype, ça a un coût et ça modifie la prise en charge thérapeutique. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Merci, j'en ai deux. C'est intéressant sur le plan intellectuel, mais comme ça ne modifie pas la prise en soin des patients, l'indication thérapeutique, que ce n'est pas remboursé, que ce n'est pas fait partout, je crois qu'effectivement, ce n'est pas indispensable. Pascal Mélin, j'avais une question pour Hélène et une question pour Philippe, je fais les deux en même temps. La question que tu nous as montrée, en particulier sur l'expérience de Lille, comment chez les migrants, il y avait une explosion des chiffres sur les hépatites virales, et puis j'ai vu qu'il y avait très peu de tuberculose. Et quand je vois l'expérience des 50 dernières années, où on était terrifiés par la tuberculose des migrants et de tout ce qu'on a été mis en place de systématique, où les préfets nous demandent des radios pulmonaires, des engagements comme quoi ils n'ont pas de tuberculose, je me dis, est-ce qu'on ne doit pas surfer sur ce modèle-là entre la tuberculose, ce qu'on a été capable de faire sur la tuberculose, est-ce qu'il ne faut pas l'appliquer aujourd'hui sur les hépatites virales? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question pour Philippe, c'était par rapport à, sur les hépatites, on essaye de mettre en musique tout ce qu'on a entendu, toutes les propositions. Et je me faisais la réflexion sur ce dépistage pour la femme enceinte aujourd'hui qui se fait à la fin de la grossesse. Est-ce que tu crois qu'on devrait pousser pour qu'il soit fait en début de grossesse, puisque le temps de mettre les traitements, si on est dans le cas où il faut mettre un traitement, puisqu'au début on avait fait ça en fin de grossesse en disant il y a un vaccin et les immunomodulations sont faits à la fin, au moment où le bébé va naître. Mais est-ce que maintenant qu'on arrive en disant il faut peut-être traiter les mamans quand on est sur des formes graves, est-ce qu'on ne doit pas, nous, association de patients, pousser pour que le dépistage ne soit pas fait à la fin de la grossesse, mais exiger de nos autorités qu'on pousse le dépistage en début de grossesse? Pour ta première question sur les migrants, oui, je pense que c'est une très bonne idée. On a peu de tuberculose, on voit bien au quotidien parmi ces patients migrants. Et là où on a pu mobiliser une énergie, on doit pouvoir la déplacer. Donc, je pense que c'est une excellente idée. Y compris les budgets, peut-être. Oui, tout va de pair, on est bien d'accord. Oui, en ce qui concerne donc, le dépistage obligatoire de l'antigène HBs, les experts, et quand on avait écrit le rapport du mot sur ce chapitre-là, on avait bien dit qu'il fallait le faire au premier examen prénatal, hein, comme on fait le dépistage du VIH à ce moment-là. Hein. C'est évident pour pouvoir faire la suite des choses. Et donc, il faut que les autorités, en effet, bougent. Alors, heureusement, les praticiens, les soignants bougent avant les autorités.
les autorités suivent ou ne suivent pas, mais ce n'est pas le problème. Il faut les laisser s'encrouter. Vraiment. Bon, ça serait mieux si c'était écrit, ça permet d'appuyer, mais heureusement, maintenant, l'immense majorité des praticiens le font au premier examen prénatal. Et puis après, les autres, ils suivent. Non, je crois que le gros problème, pour moi, je pense, c'est le remboursement du vaccin. Ça reste un gros problème, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, je vais rajouter avant. Je pense qu'il faut le faire en début de grossesse, mais il faut peut-être le faire aussi en fin de grossesse pour les personnes à risque. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est un élément important. Et par rapport à ton diaporama, je voulais rajouter, parce que tu as dit que les tests rapides, on les fait dans les pays en voie de développement. Et je pense que dans les états généraux, on a parlé des trottes dans les salles de naissance. Et ça, c'est un élément important, parce qu'en fait, on a des patientes qui ne sont pas suivies, enfin, je veux dire, et dont on ne connaît pas le statut. Et en fait, dans la pratique, il y a une sérologie qui est faite lors de leur admission. Cette sérologie, on ne sait pas si elle est vue, pas vue, etc. Donc, il y a des femmes qui passent à travers les mailles du filet. Et je pense que les trodes dans les salles de naissance, c'est important. Nous, on l'a fait en Guadeloupe. Et je pense qu'on est en zone de moyenne endémie, donc on est beaucoup plus sensibilisé au problème qu'en métropole, mais c'est quand même un élément important à prendre en compte, parce qu'on dit toujours que c'est dans les pays en voie de développement, mais on est aussi en voie de développement pour certaines choses. On est toujours en développement. L'autre solution, c'est de sensibiliser enfin, à Lille, on a la chance, je ne sais pas, mais surtout qu'on a la plus grande maternité de France, je crois, en termes d'activité de volume. Peut-être une sensibilisation ancienne par rapport à l'hépatite B. Et donc, ce qui est fait pour la situation que tu évoques de personnes voilà, qui arrivent pour accoucher, donc on ne connaît pas le statut viral B, c'est la sérologie, l'antigène HBS en urgence qui est rendue dans les 2 heures. Mais ça, c'est parce qu'on a sensibilisé le virologue. Et si on a un doute, et qu'il y a des facteurs de risque, mais même si on a un doute, on fait les immunoglobulines et la première vaccination et on réadapte après. Dans le doute, on préfère vacciner par excès, trop tôt, enfin un peu plus tôt qu'il ne faudrait, que pas. J'aimerais rajouter à Strasbourg, au CHU, la maternité procède de façon identique. Oui, les femmes qui arrivent pour accoucher et où il n'y a pas aucune indication si elles ont été dépistées ou pas, elles font un dépistage en urgence. Et elles ont le résultat dans un délai pour pouvoir sérovacciner le bébé au cas où. On n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. C'est peut-être lié au fait qu'on ait des centres de transplantation. Et de ce fait, il y a une mobilisation déjà de la virologie pour les greffons potentiels. Vous êtes dans les grands centres. Alors, au niveau des spectateurs à distance, on laisse la parole à Michel Bonjour qui a une question et on va essayer d'échanger en direct. Ça va nous permettre d'être un peu plus vivant. Et on a aussi quelques questions par écrit. On va essayer de gérer tout ça au mieux. Donc, Génia va donner la parole à Michel Bonjour. Normalement, Michel, on t'entend. Est-ce qu'on m'entend là? Parfait. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Moi, je me fais plaisir de voir un certain nombre de choses avec qui on a pas mal fait des choses. Moi, mon inquiétude, c'est là, ça fait plusieurs années, j'ai fait 4 ans sans pouvoir marcher. Ça fait plusieurs années que j'ai des problèmes de mobilité, donc je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Vaccinés. Et je dois dire qu'on se bat, ça dépend des vaccinations. Michel, malheureusement, on ne t'entend pas très bien. Est-ce qu'on donc on fait un essai, hein, et si malheureusement la parole c'est compliqué, on n'hésite pas à essayer de nous préciser la question, et puis peut-être qu'on passera à des questions qu'on lira. Ce sera peut-être plus simple. Oui, juste ce que je voulais dire, c'est que on ne se préoccupe pas assez, aussi bien tous les acteurs, les médecins, les d'obtenir qu'il y a une véritable chasse
je dirais, à la connerie sur les réseaux sociaux. C'est épouvantable de voir comment les gens raisonnent. Et je trouve que c'est dangereux, quoi. Donc, il faut vraiment se battre là-dessus. Voilà. Merci, Michel. Génial. On essaye encore de donner la parole à une autre personne. Et si ça ne marche pas, on vous demandera d'écrire les questions, on lira. Et donc là, la parole est à Karine Longuet. Bonjour à tout le monde. Donc moi, je voulais faire part de mon expérience de sage-femme par rapport à ce que je vois faire autour de moi en Bourgogne, par exemple, au niveau de mes collègues. Et j'avoue que c'est très, très compliqué de leur faire comprendre que la sérologie doit être faite en début de grossesse et pas attendre les 6 mois. Et je pense que objectivement, alors nous, on n'a pas la chance, comme Lille, d'être sensibilisés comme ça. Et je pense qu'en fait, encore il y a peu, j'ai fait une formation sur ce qu'on fait justement pendant la grossesse. Et les filles restent coincées sur ce 6 mois. Je pense que ça devra passer par effectivement une législation modifiée. Alors nous, en tant que structure, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses au niveau gouvernemental. Mais c'est vrai que mes collègues au niveau hépatite, elles sont à la ramasse, quoi, hein. On les regarde avec des yeux ronds. Même quand il s'agit de leur faire le dépistage par rapport aux prurites de grossesse, on a du mal à leur faire comprendre qu'il faut faire des sérologies hépatites parce que on peut avoir des cholestases liées à l'hépatite, quoi. Donc je ne sais pas, ma question c'est quel pouvoir on peut avoir nous pour faire bouger les choses et au niveau du gouvernement pour modifier la législation. Je vais te répondre, Karine, en tant que président des SOS Hépatite. Déjà, pour répondre à Michel, on cherche encore le vaccin contre le virus de la connerie, mais il y a du boulot parce que les gens qui cherchent sont eux-mêmes atteints et c'est compliqué parfois. Et juste sur il ne faut pas qu'on doute de notre capacité à faire bouger les lignes. Je prends un exemple qui a peut-être été passé un peu sous silence, mais la vaccination obligatoire chez les nourrissons. La vaccination obligatoire chez les nourrissons, je me souviens quand on est allé à la FEF il y a quelques années et qu'on a dit SOS Hépatite, on lâche sur la vaccination des adultes, mais on voudrait rendre obligatoire la vaccination chez les nourrissons. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait porter. À l'époque, quelques copains hépatos m'ont dit non, j'y arriverai pas, c'est trop lourd. Aujourd'hui, on est dans l'individualisme, on n'est plus dans l'ère du temps où on va rendre des vaccins obligatoires. Je ne parle même pas de ce qui se passe aujourd'hui. On a tenu et on est allé avec les documents de Philippe, avec un certain nombre de choses, on a tenu la position de dire qu'il y a zéro risque, il faut le rendre obligatoire chez les nourrissons, etc. Et on l'a eu. Il n'y avait pas 50 associations qui portaient ça à l'époque. Et on l'a eu. Donc moi, je me fais fort aujourd'hui de reprendre dans nos revendications ce qu'on vient d'entendre là, c'est le dépistage en début de grossesse et les trop en salle. Moi, je trouve que le packaging, 2 fois au cours de la grossesse, 1 fois au début, voilà. Et puis à la fin, mettre les trop en salle pour le contrôle ultime et pouvoir être actif sur les nourrissons, ça me paraît génial. Et je trouve que c'est une belle revendication pour SOS Hépatite en 2022 et quelque chose qui sera directement issu des États généraux et de cette mise à disposition et en confrontation des idées à partir des États généraux. Donc, je te rejoins, Karine, mais voilà, il faut pas désespérer de ce qu'on est en capacité de faire. Bonjour, Kenneth Féloué. Moi, je rebondis justement un petit peu sur ce que veut dire un petit peu Michel, ce que dit Pascal, ce que dit Karine. Les États généraux, en fait, pour moi, c'est une belle chose, hein. On a tous profité et œuvré pour ce point. Par contre, à l'inverse, je me dis que quand on dit États généraux, c'est qu'on dit aussi qu'on a tout dévoilé. Tout dévoilé, ça veut dire aussi que ça peut faire peur. Ça peut faire peur par le travail à effectuer. Et si je rejoins un petit peu Pascal de ce qu'il vient de dire, c'est qu'effectivement, pourquoi pas, c'est une proposition, entre autres, hein, se reposer sur l'expérience. Aujourd'hui, on a effectivement vu que pour les nourrissons, on a une vaccination obligatoire. Par contre, on a quand même une forme de population qu'on a laissée pour compte et qu'on appellera, entre guillemets, peut-être sacrifiée, hormis les jeunes de moins de 16 ans, si on arrive à rendre obligatoire effectivement la vaccination.
pourquoi pas aujourd'hui, effectivement, se focaliser sur ce qu'on sait bien faire, sur lequel on a de l'expérience, auquel il y a une législation, c'est-à-dire se focaliser effectivement sur œuvrer de ce côté de la vaccination. La vaccination, aujourd'hui, c'est ce qui pourrait nous permettre d'éradiquer et ne pas oublier effectivement les pays en voie de développement sur lesquels on a des viviers aujourd'hui importants comme l'Afrique subsaharienne et autres, l'Asie, le Maghreb, entre autres, qui est effectivement moins voyant, mais pour lequel on trouve beaucoup d'hépatites. Et se focaliser là-dessus, ça veut dire aussi demain pouvoir effectivement ouvrir sur un domaine sur lequel on pourra faire quelque chose de réaliste, qui est un beurre peut-être. Donc encore une fois, se focaliser. Et puis un petit cocorico peut-être même, parce qu'on a quand même un Premier ministre actuel aujourd'hui qui a fait partie des États généraux, à Prades, pardon, je prononce mal. Et pourquoi pas aujourd'hui servir de ce levier, pourquoi pas. On peut aussi manipuler, on pourrait le faire. C'est une chose qu'on pourrait faire aussi chez nous. Voilà. Un simple constat. Merci Khaled. Alors, on donne la parole à Patrick Fadrel. Merci Patrick, tu as bien ouvert ton micro. Oui, bonjour à tous, tout le monde m'entend? Très bien. Ok. Ma question s'adresse à Philippe Sony. Constat et observation, alors je fais partie de l'association CEF. On travaille beaucoup sur la réduction des risques à distance et on a mis en place depuis maintenant plus de 2 ans et demi un dépistage à distance VIH, VHB, VHC et syphilis. Et le constat, c'est qu'on n'a absolument aucune contamination VHB en fait qui nous est apparue. Alors, on a déjà eu un dialogue comme ça avec Philippe, c'est comment on peut expliquer cette histoire? Est-ce que en fait, dans d'autres populations, on constate que chez les usagers de drogues injecteurs, il y a quand même en fait des contaminations VHB ou pas? Patrick, après, ça peut être une question de cible. Et puis, le fait que finalement, non, mais la cible, si tu veux, on dépiste les gens qui peut-être ne sont pas les bonnes cibles pour le VHB. Sous-entendu, les cibles du VHB, du VHC, du VIH, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, voilà, après que dire? On en a déjà parlé et j'avais toujours pas de réponse. Mais voilà, il faudrait regarder en détail. C'est une question de cible aussi. Tu vois? Tu m'entends, Patrick? Il est découragé avec ce que je lui ai dit. Non, j'entends très bien ta réponse. Il est vrai que nous, on intervient sur une population en fait, d'usagers de drogue, tout azimut en France, aussi bien en rural qu'en urbain, mais avec une population qui est relativement insérée en fait. Donc peut-être pas la cible, effectivement. Ils avaient été vaccinés avant. Merci beaucoup. Et on a droit d'être optimiste, on ne va pas sauter par la fenêtre. Peut-être aussi qu'on a fait le boulot aussi de la vaccination dans l'habito et que le virus de l'hépatite B circule peut-être un peu moins dans cette population-là, quoique dans tous les centres d'habito qui font du dépistage un peu ciblé BC et VIH, on trouve plus de VIH et on trouve plus de B en dehors des patients addicts migrants. Et ça, c'est quand même rassurant. Alors peut-être que l'explication, c'est le vaccin. Je pense que ça en fait partie aussi. Après, j'avais une question sur la Delta pour... Je veux bien compléter la réponse de Pascal. On vaccine quand même les enfants depuis les années 95 à peu près. Donc les addictos d'aujourd'hui, on arrive à tomber sur des gens qui ont été vaccinés dans l'enfance parce qu'ils n'ont pas 50 ou 60 ans. Enfin, il y en a un certain nombre, mais ceux qui ont des pistes aujourd'hui, c'est quand même relativement jeunes qui se trouvent dans cette tranche et on a beaucoup vacciné les enfants contre l'hépatite B.
même si le vaccin n'était pas obligatoire. Donc aujourd'hui, ça peut expliquer comme tu dis. Une question sur la Delta pour Hélène. Alors, c'est une question un peu vache. Pour avoir participé à un groupe de réflexion. Hein? Sympa. Oui. Mais pas folle. Avec les associations de malades, si on regardait dans les écrits de SOS, il y a 4 ans, on disait toute personne porteur de l'antigène HBS doit faire dépister la Delta, etc. On portait ça et on était dans le dépistage il y a 4 ans. Et nous, on disait, à l'époque, la réponse qu'on nous disait du corps médical, c'est allez-y mollo sur le dépistage parce que derrière, on n'a rien à proposer, quoi. Et on nous disait, mais nous, on répondait, le premier traitement, c'est le gène des SOS hépatiques, le premier traitement, c'est l'information, c'est de savoir. Et on a l'impression que le corps médical, aujourd'hui, la prise de conscience de l'hépatite delta, elle vient d'arriver des traitements. Et que c'est quand il y a des traitements que l'on dit, merde, allez-y, il faut dépister parce qu'on a quelque chose à vous proposer. J'ai un peu la même impression, et ce sera ce qu'on redira demain, qu'il se passe aussi quelque chose de cet ordre-là aussi, donc, du côté du cancer du foie. C'est, on faisait pas la surveillance avec les échographies tous les 6 mois sur les cirrhoses, mais bon, de toute façon, derrière, on n'avait quand même pas grand-chose à proposer. Et on voit bien, en France, 80% des cancers du foie sont diagnostiqués à un stade palliatif. Et au Japon, qui a mis en place ils sont à 25% seulement, 75% sont curables. Et c'est une interrogation. Est-ce que tu n'as pas l'impression, effectivement, qu'on souffre de ça en médecine et encore plus peut-être en hépatologie, de dire on attend d'avoir des propositions médicales à faire pour être très. Pour inciter. Parce que nous, derrière la SOS hépatite, ce qu'on veut, c'est que la priorité pour nous, c'est de savoir, c'est l'information, c'est de venir secouer les médecins en disant, ben voilà, j'ai eu un dépistage de CHC, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là ou est-ce que c'est agressif de ma part? Non, je pense que là où je suis d'accord, c'est qu'on a appris il y a très très longtemps sur les bancs de la fac qu'il fallait dépister des pathologies uniquement si on avait une solution à proposer aux patients. Donc ça, on l'a déjà entendu, on l'entend encore. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. La première chose, c'est d'avoir la connaissance de la maladie parce que ça permet d'éviter de l'aggraver par les cofacteurs, ça permet d'avoir le suivi et puis ça permet d'éviter de contaminer d'autres personnes. Bien sûr que je suis complètement d'accord, même si on n'a pas de solution, et même il y a 5 ans, quand on n'avait que l'interféron pour l'hépatite D, avec les résultats thérapeutiques qui étaient insuffisants, de toute façon, il fallait dépister. Et je pense que le dépistage de l'hépatite D va avoir un rebond avec tout ce qui est dit sur le bulle donc ça c'est une très bonne chose. Et quant au carcinome hépatocellulaire dans l'hépatite D, je pense qu'effectivement c'est une information peut en tirer une autre. Je crois qu'on manque encore cruellement de connaissances dans le milieu médical sur l'hépatite D. Clairement, les patients, quand ils viennent pour une hépatite C ou pour une hépatite B, ils ont la sérologie C ou B, l'inverse. Mais ceux qui viennent pour un antigène HBS positif, c'est assez rare qu'ils aient déjà une sérologie D au moment où ils arrivent en consultation. Donc oui, il y a une méconnaissance et je pense que l'arrivée du bulévirtide va tirer les choses vers le haut avec une meilleure connaissance de l'hépatite D et du carcinome hépatocellulaire également. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On a, je pense, trop en tête qu'on ne dépiste qu'une maladie pour laquelle on a une solution et c'est complètement faux. En particulier, dans les maladies, on peut avoir une prévention secondaire et dans les maladies qui conduisent à une contamination de l'entourage. Nous avons une question de Yacouba. Yacouba, la parole est à vous. Il faut que vous mettiez votre micro de votre côté. Si vous êtes encore avec nous, sinon en attendant que vous mettiez votre micro, la plaque. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle depuis je parle depuis le Congo, Brazzaville, et je suis dans l'association Afrique lutte contre l'hépatite B et C. Ma question est celle-ci. Nous, au Congo, Brazzaville, c'est un pays pas assez développé. Il y a des gens qui en souffrent aujourd'hui, et on lutte sur
pour que le gouvernement, on travaille pour que le gouvernement nous permette d'y accéder au vaccin et au dépistage. Mais non, la question qui se pose, c'est qu'il y a des gens malades ici au Congo, en Afrique, et qui ignorent cette maladie. Maintenant, une fois que la personne se rende compte que c'est cette maladie qu'elle a atteinte, et que faut-il faire, comment faut-il faire pour avoir les produits et pour se faire dépister. Ça, c'est déjà un cas très grave. Au Congo, il y a une dame que j'ai connue, qui est morte, qui est décédée suite à cette maladie, à ce virus, le VHB. Et par faute de produits, on a essayé de contacter. On a notre présidente qui a des contacts en Inde. Quand on a essayé de contacter, et ça a été trop long, et la dame est décédée. Donc là, c'est ce qui est vraiment grave ici en Afrique, au Congo. Donc un peu, c'est ce que je devrais dire. Merci. Merci, Claire. Je laisse les intervenants prendre la parole. Oui, bien sûr, c'est une situation dramatique. Après, je pense qu'ici, dans la salle, on n'a pas la solution. Ce qui me traverse l'esprit, c'est que dans le cas du VIH, il y a des programmes de mise à disposition du tenofovir, qu'il faut peut-être essayer de se raccrocher pour obtenir le tenofovir sur ce type de programme-là pour les patients VHB mono-infectés. Que certains laboratoires mettent aussi à disposition la licence de leurs produits, en l'occurrence Gilead pour le tenofovir. Et je crois me souvenir, mais je ne sais pas, Hélène et Philippe, on avait eu une communication une fois à la SFD dans le groupe Gilead. Ils nous avaient présenté ce programme-là, donc de mise à disposition gratuite de leurs produits dans les pays dans lesquels ça n'était pas disponible. Donc peut-être qu'il faut vous rapprocher de ces programmes-là, de voir auprès de l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence Gilead pour les tenofovir, s'il n'y a pas des solutions qui pourraient être mises en place ou élargies pour pouvoir faire accéder au tenofovir les patients mono-infectés VHB. Pascal Mélin, je reprends la suite en tant que président des SOS Hépatite. Notre boulot en tant que malade, c'est d'être toujours insatisfait. Et les médecins, ils font ce qu'ils peuvent au quotidien. Mais notre boulot, c'est de demander la lune tout le temps pour essayer d'avoir un minimum de choses. Et ce curseur-là, il n'est pas au même endroit en fonction des pays. Je ne fais pas de différence pour moi entre un malade atteint d'une hépatite B sévère qui dit « mais je vais mourir si je ne suis pas greffé, il n'y a pas assez de foie », avec la situation dont vous parlez au Congo où je suis porteur d'une hépatite B et je n'ai pas de traitement, ou à d'autres pays où on n'a même pas pu faire le test de l'hépatite B et les gens sont malades, deviennent jaunes et on ne sait pas ce qu'ils ont. C'est le problème de l'intolérance, c'est où est-ce que je vais mettre le curseur en fonction de mon pays. Et je crois que nous, malades, nous les associations de malades, notre boulot, c'est de pousser le curseur sans arrêt et de venir dire, j'entends votre demande de comment accéder aux produits. Ce n'est pas une solution que d'aider forcément l'accès aux produits, c'est d'aider à faire bouger les lignes sur place. Et c'est là où on doit mettre en place, nous, les solidarités internationales, et c'était l'engagement qu'on avait dans la World Hepatitis Alliance, c'était de dire qu'il faut qu'on travaille les besoins en fonction de chaque pays. Et tu parlais du tenofovir, et je veux juste rappeler une histoire, c'est Michel Bonjour qui s'en souviendra avec moi. Tu l'as très bien dit, dans la lutte contre le VIH, on a mis à disposition du tenofovir. Et on avait eu une histoire affreuse de quelqu'un qui était en Algérie avec une hépatite B qui n'avait pas accès au tenofovir. Et un médecin lui avait dit, si au moins vous aviez le VIH, on pourrait vous en donner parce qu'on en a plein les cartons. On a reçu du tenofovir pour les patients VIH et on va être obligé de le rendre, mais on n'a pas le droit de l'utiliser pour l'hépatite B. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on va faire monter en disant des bonnes idées de lutte contre le VIH. On va dire, on va vous donner des traitements. Et à un moment, il n'était pas utilisable. C'est de la même façon qu'une maman qui va accoucher, à qui on va dire vous êtes en Afrique, on va vous faire un TROD parce qu'on a mis à disposition des TROD, mais derrière, si on n'a pas le traitement pour éviter la contamination, on va juste lui dire ah ben on sait que vous avez de grandes chances de contaminer votre bébé. C'est juste affreux, quoi. Et à ce moment-là, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Et je pense que c'est un message, je dirais, plus vers nous les associations, c'est comment on peut faire. Donc il y a la World
Hépatitis Alliance. Nous, on s'était posé la question à un moment s'il ne fallait pas faire une association des pays francophones pour échanger sur les pratiques et trouver des solutions, partager les solutions qu'on avait pu avoir. Mais l'accès aux médicaments, même si systématiquement on demande aux laboratoires et ils font du compassionnel et ils aident, etc. Mais l'accès aux médicaments, si derrière on ne va pas avoir accès à la charge virale pour contrôler l'efficacité du traitement, on voit bien que c'est compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Et moi, je suis très content de voir qu'il y a des gens d'Afrique qui nous suivent et qui posent des questions en direct. Et je me dis qu'on a aussi une responsabilité avec la vitrine qu'on présente. Oui, je voulais rajouter une petite chose. Je pense qu'il faut être très vigilant aussi sur l'indication du traitement dans ces pays-là, parce qu'il peut y avoir des ruptures thérapeutiques qui peuvent entraîner des réactivations virales. C'est-à-dire que si la maladie est très active, je pense qu'il y a une indication au traitement, mais qu'il faut peut-être être un peu plus souple sur l'indication au traitement. Je veux dire, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'on peut avoir des ruptures d'approvisionnement et tout ça. On va rester sur les traitements et lire une question. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'arrêt du traitement. Là, la question, c'est pourquoi ne pas diminuer, qu'en est-il de diminuer la posologie? Et là, après une étude 4 jours, alors la personne qui pose la question évoque éventuellement une étude de 4 jours sur de traitement sur 7. Que répondez-vous? Est-ce que vous connaissez-vous cette étude? Est-ce qu'elle est, elle est dans la littérature ou... Je vais être à la limite de l'exercice. La posologie, c'est la posologie. On a les études avec ça. Et il se trouve qu'en pratique, il arrive assez souvent de diminuer les doses. Et que voilà, c'est un accord avec la personne, une discussion avec la personne, et nécessitant un suivi plus rapproché. Voilà, mais encore une fois, la dose est la dose. Et ce que je viens de vous dire, c'est du POF. Merci, professeur Sony. Alors, bonjour. À propos des thrombopénies, comment différencier les thrombopénies immunologiques liées à l'infection de celles liées aux atteintes hépatiques? Donc là, je vous lis la question, je ne la comprends pas. Hein? C'est une question qu'on ne comprend pas, donc c'est pour Hélène Fontaine. Ils sont méchants avec nous. Alors, disons que quand un patient a une cirrhose, effectivement, là, la thrombopénie peut être liée à la cirrhose. Donc, si le patient n'a pas de cirrhose, on peut avoir des thrombopénies dans certains groupes de population qui sont plutôt génétiques, en particulier en Afrique subsaharienne. Et pour le reste, ça peut être des thrombopénies immunoallergiques. Quand elles sont vraiment très profondes et qu'on n'a pas de cirrhose, effectivement, on penche plus vers la thrombopénie immunoallergique. Et à ce moment-là, il y a certains tests qu'on peut faire qui s'appellent couches plaquettaires qui permettent de faire le diagnostic. Merci Hélène. C'est bon? Oui. Merci. Donc, vous laissez Hélène répondre, donc vous ne complétez pas. Merci. Alors, Madame Gouard de Santé publique France partage avec nous que la HAS a recommandé en mai 2016 d'avancer le dépistage prénatal à la première consultation prénatale, donc avant la 10e semaine. Voilà, donc on a un lien qu'on partagera. Peut-être génial, laisser la parole, redonner la parole à Karine, non, Karine, à monsieur Missilou, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Et si vous ouvrez votre micro. Oui, alors bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Didier Missilou de l'association Solidarité et Action pour le développement durable qui est basée au Congo-Brazzaville. Ma première préoccupation est que par rapport aux présentations que vous avez faites, nous souhaitons que vous puissiez également nous les partager en premier. Et puis, la deuxième préoccupation porte sur les possibilités de partager aux organisations de la société civile en Afrique, notamment en Afrique francophone, des listes des ONG qui pourraient nous faciliter de mobiliser des fonds
pour pouvoir aider les personnes, pour mener des actions de sensibilisation et accompagner les épatants et épatantes. Parce que chez nous au Congo, le problème de vaccins, des médicaments, c'est un grand défi. Parce que plusieurs personnes sont mortes à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de prise en charge. D'abord, quand le malade arrive à l'hôpital, la première question qu'on lui pose, combien avez-vous en termes d'argent? Donc, s'il n'a pas d'argent en lui, automatiquement, il est laissé à côté. Donc, on ne le regarde même pas. C'est ça d'abord le premier souci. C'est pour faciliter donc à nous, les associations qui menons des actions de sensibilisation, d'accompagnement et d'orientation des malades et de l'orientation des populations pour pouvoir nous aider à pouvoir remplir nos missions, parce que c'est vraiment difficile pour nous, les associations, de pouvoir accompagner les personnes malades et les non malades par la sensibilisation. C'est ça nos préoccupations. On ne sait pas dans quelle mesure vous pouvez pouvoir nous donner des orientations. Merci beaucoup. Je donne la parole à Pascal. Pascal, oui. Pascal. C'est Pascal. Je vais redire un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Oui, on est complètement d'accord que nous, on est. La culture française et associative, c'est qu'il ne doit pas y avoir de discrimination autour des capacités financières des gens. Et que la première chose quand on est atteint d'une maladie chronique, c'est de demander la reconnaissance du 100% pour permettre l'accès aux soins des gens. Donc oui, quand on entend ça sur ce qui se passe dans d'autres pays, on est juste écœuré. Et on veut être un modèle. Mais je redis que pour nous, l'enjeu de cette solidarité internationale et de la façon dont on peut être avec vous, c'est de redire la priorité, c'est l'accès au droit à l'information, et de savoir, et comme je le disais tout à l'heure Hélène, c'est-à-dire qu'un patient, s'il ne peut pas être guéri, c'est au moins de savoir qu'il a une hépatite B, dépister son entourage et vacciner autour de lui. Et je pense que le minimum dans l'hépatite B, ça va être pour nous de refaire la promotion du dépistage. Et puis, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je redis juste parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers temps, mais au bout d'une seringue dans le monde, il y a plus souvent un soignant qu'un toxicomane. D'accord? Ça veut dire que la transmission d'un virus par une seringue, elle se fait plus souvent par un soignant que par un toxicomane. Nous, en France, on est dans l'usage unique de la seringue, etc. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu que la consommation de seringues faisait, pour l'année 2022, on nous annonçait une pénurie de seringues dans le monde, et ça va être une catastrophe. Alors nous, les pays riches, on va bien sûr avoir des seringues qu'on va payer plus cher, mais ça veut dire que les seringues, on n'est pas du tout, il y a encore l'usage unique de la seringue chez les soignants, elle est loin d'être officielle partout sur la planète. Et peut-être que tout ce qu'on dit là, c'est s'accrocher au fait minimal du vaccin et de la seringue à usage unique. La seringue à usage unique chez les soignants, c'est peut-être le B.A.-ba pour la planète, quoi. Il faut qu'on revienne à des options très, très minimalistes pour recommencer dans beaucoup de pays. Et quand j'entends tout ça, enfin voilà, tout ce qui peut être fait au Congo, moi je me redis, voilà peut-être par où il faut qu'on commence. Et j'avais une question je rebondis sur une question pour Hélène. On a beaucoup parlé alors si je suis vignette quand même pour Philippe, est-ce que tu m'autorises à prendre juste le bout de ton intervention pour passer sur les réseaux sociaux addictologiques? La dose, c'est la dose. Allez, vas-y. C'est ça, je trouve que c'est hyper. Une question sur le TROT VHB. Est-ce que c'est vraiment une avancée? Moi, il y a une question sur le dépistage. Donc, est-ce que ce TROT-là, il aura un intérêt? Je pense qu'il peut avoir un intérêt à l'échelon international pour dépister facilement. Et est-ce que tu penses qu'on est en train de le positionner correctement dans le dépistage en France? Ou quel est ton regard des bateaux sur le TROT VHB? Oui, moi je pense que c'est un outil, comme pour le VHC, c'est un outil très intéressant à deux égards. Le premier, c'est qu'il y a quelque chose d'attractif et d'assez facile à mettre en place. Si tu te souviens, il y avait une étude dans le VHC auprès de gens dans la rue d'usage de drogue. Et une des questions, ils faisaient l'objet d'un TROD, et puis à la fin, on leur demandait s'ils le recommanderaient à un ami.
Et donc, une des conclusions de cette étude, c'est que 98 ou 96% d'entre eux, j'ai oublié le chiffre, mais recommanderaient un TROD à leur ami. Donc, j'avais trouvé ça intéressant dans un article scientifique, mais déjà dans la faisabilité et l'acceptabilité de cet outil. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il ne faut pas en faire un outil de principe, mais un outil adapté aux différentes situations. Donc, Eric l'évoquait tout à l'heure dans les salles d'accouchement où il n'y a pas les secteurs où on n'a pas la possibilité d'avoir l'antigène HBS en urgence. Je pense que dans les pays francophones, d'Afrique subsaharienne et autres, où on n'a pas accès au dépistage, on va dire classique, c'est un outil probablement merveilleux, aussi parce qu'on n'a pas besoin d'être dans en termes de gestion, tout ça, c'est plus simple, c'est moins onéreux. Et il y a déjà des projets qui émergent autour de l'utilisation des TROD. Je fais partie d'une commission à l'ANRS où on étudie des projets nord-sud dans le cadre des sciences sociales. Et récemment, à la dernière commission, il y avait un projet d'utilisation des TROD. Alors, c'était autour de la transfusion, hein, le test pré-don plutôt que post-don, ce qui était fait, je crois que c'était au Cameroun d'ailleurs. Mais donc, je pense que c'est un outil qui va se diffuser et qui peut être très utile, effectivement. Oui, je voulais juste dire par rapport au centre de transfusion, enfin, ce dont on a parlé un petit peu hier, c'est qu'en fait, les personnes qui vont donner leur sang, actuellement, il y a un interrogatoire. Avant, en tant qu'hépatologue, on avait beaucoup de patients qui venaient des EFS dépistés par le don de sang et c'était sur la prise de sang de tout le monde. On avait un certain nombre de patients. Là, les personnes qui vont donner du sang et qui sont éliminées, entre guillemets, du don de sang, repartent dans la nature et il n'y a aucune préconisation. Alors, je sais que les EFS n'ont pas le droit de faire des TROD, non, c'est ça ce que tu disais, Pascal? Mais je pense que cette population, c'est quand même un peu dommage qu'on les laisse partir dans la nature comme ça. Je ne sais pas quelles sont les solutions. Nous, on voulait faire un flyer pour qu'ils puissent donner aux patients avec une possibilité de dépistage dans les Cégides. Mais ça aurait été bien de le faire sur place dans les EFS. Je ne sais pas. On va donner l'info, c'est du tout frais d'hier et de nos réflexions d'hier. C'est-à-dire que le premier endroit de dépistage en France, enfin le premier, c'est le centre de transfusion qui dépiste le plus sur le VIH, hépatite C, hépatite B. C'est eux qui font le plus de sérologie. Et qu'on est passé d'un système il y a quelques années où ils faisaient le prélèvement, ils testaient les gens, et puis du coup, les gens recevaient l'information qu'ils étaient positifs ou pas, ils arrivaient dans les structures de soins, à maintenant un questionnaire qui est tellement pointu qu'on ne prend pas, on ne fait même pas la prise de sang. Et du coup, on va rater des dépistages potentiels. Et ça, c'est dommage, c'est que le questionnaire soit devenu un frein à l'accès au prélèvement et donc au dépistage. Donc, se poser la question à SOS Hépatite hier, c'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à ce que le patient exclu du don se voit remettre quelque chose pour l'inviter à se dépister auprès de son médecin traitant, auprès d'un Cégide, ou pourquoi pas, on pouvait rêver, c'est ce qu'on rêvait hier soir ensemble, c'est d'un flyer avec à la fin une ordonnance tamponnée par les gens de l'EFS en disant allez vous faire dépister, au moins, voilà, vous avez des facteurs de risque visiblement à l'interrogatoire et faites-le. Vous voyez, c'est encore une action pour 2022, ça, il y a du taf. C'est beau de voir Pascal et Eric rêver ensemble. C'est bien. Je vous propose d'écouter la question de Virginie Magoué, donc journaliste à l'APM. Donc en France, les patients chroniques. Le téléphone va s'éteindre. Merci. Donc, en France, les patients atteints d'une hépatite B chronique, par rapport aux arrêts de traitement par analogue, sont-ils fréquents? Donc, première question, y a-t-il encore des patients traités par un dactylérosol et voilà, combien sont-ils? Donc là, en France. Donc, 3 questions. Je n'ai pas la réponse, bien sûr. Je peux dire dans ma pratique, c'est 0. Pour interférenceur, c'est 0. Et ça sera 0. Et l'arrêt de traitement par analogue? Vu ce que je viens de dire, je ne vais pas les arrêter. En dehors de la perte de l'antigène HBS. Non, parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de littérature qui se font sur quels sont les facteurs qui sont, on voit
pouvoir arrêter les analogues, même en l'absence de perte de l'anti-CNG. C'est de la littérature, c'est du phosphore, c'est des data, etc. Mais n'empêche qu'en pratique, je pense qu'en France, il ne faut pas les arrêter en termes de perte de l'anti-CNG. Et après, je conçois qu'on ne soit pas obligatoirement d'accord avec moi. Merci, professeur. Alors, moi, ce n'est pas une question, mais c'est un rajout. Par exemple, l'idée de Pascal qu'à l'OFI, est-ce qu'on obligeait les gens à faire le dépistage de la tuberculose, ceux qui sont enfants par regroupement familial. Il y a un protocole actuellement qui est en place, je vais vous retrouver les liens Instagram, et tous ceux qui viennent en France, l'île de France, je ne sais pas si dans les provinces, ce protocole est en vigueur, mais tous ceux qui viennent par regroupement familial, on les propose, en fait, c'est obligatoire, c'est un panier, VIH, VHB et VIC. Et nous, les CJ, moi je travaille dans un CJ, dans la cité salpêtrière à Saint-Antoine, on reçoit actuellement plein de dépistages hépatite B, hépatite C, VIH, de l'OFI en tant que tel. Et je pense qu'après cette étude, je pense que ce sera comme la tuberculose. Et comme le professeur l'a dit, est-ce que les autorités vont nous suivre dans cette démarche? Effectivement, il y a une grande prévalence d'hépatite B, d'hépatite C, de VIH par le regroupement familial. Et ça, c'est un. Et deux, par rapport au traitement en Afrique. Alors, je pense que mes compatriotes, si on prend l'histoire du VIH, par exemple, c'est-à-dire que c'est les associations des patients qui ont fait pression sur les autorités, sur le ministère de la Santé, pour reconnaître qu'effectivement, le VIH est un problème de santé publique dans les années 80. Mais maintenant, c'est nous, en tant qu'association de patients hépatite B et C, il faudra qu'on encourage toutes les associations partout dans le monde, particulièrement en Afrique, de dépister. Parce que comme les gens ne sont pas dépistés, et que si on parle auprès des autorités, au ministère de la Santé, ils disent non, il n'y a pas assez de patients parce qu'on ne fait pas beaucoup de dépistage. Parce qu'ils ne veulent pas acheter des médicaments, ils disent qu'il n'y a pas l'hépatite B qui existe beaucoup dans nos pays, parce qu'on n'a pas beaucoup dépisté. Donc, je pense que nous, en tant qu'association de patients, ce que nous pouvons faire pour les appuyer un peu, c'est de dépister. On a tant de patients vivant avec le VIH dans tel pays, dans telle ville aujourd'hui. Et là, on va les faire pression, on va créer des programmes de lutte contre les hépatites, parce que c'est comme ça les associations ont fait. Les ministères ont accepté de créer des programmes de lutte contre le VIH, et c'est là on a commencé à prendre en charge Fonds global, Banque mondiale, qui a commencé à financer les examens et les traitements antirétroviraux. Je pense que nous aussi, en tant qu'association SOS Hépatite, on peut passer par... Ça peut être transposable. Merci. Écoutez, au niveau de l'heure, nous sommes bons. Il est midi 17, on a 2 minutes de retard. Je pense que c'est tout à fait acceptable. Professeur Sony, Pascal, est-ce que vous voulez nous donner le mot de la fin pour clôturer cette table? Ou tu voulais répondre, Valérie? Non, je voulais pas mon micro. Oui, je voulais juste demander pour est-ce qu'on vaccine les enfants à la naissance? Enfin, je parle au Congo ou en Afrique subsaharienne, parce qu'en fait, c'est la piste quand même la plus importante. En fait, ce n'est pas homogène. Il y a certains pays qui ont inclus la vaccination de l'hépatite B dans leur programme élargi de vaccination. Par exemple, c'est le Sénégal qui a déjà son programme de lutte contre les hépatites virales. Donc, c'est rentré dans la routine de leur programme de vaccination élargi. Mais par contre, ce n'est pas tous les pays. Si je prends, moi, je suis originaire du Burkina Faso, le vaccin anti-VHB n'est pas dans le programme élargi de vaccination. Ça veut dire que le Sénégal a reconnu que l'hépatite B était un problème de santé publique. Donc, en fait, c'est quand même à vous, enfin, je veux dire, dans chaque pays, d'essayer de faire reconnaître tout ça. On peut se baser aussi sur des études qui ont été faites. Santé publique France a fait une étude sur les Africains dans la couronne de Paris et qui montre qu'il y avait 7%, je crois, pour les gens qui étaient d'origine subsaharienne.
Donc, vous avez déjà des études sur les populations africaines pour dire que vous êtes dans une zone de grande endémie. Ouais. Et même, nous, on a un projet avec la fédération où je pars dans les foyers pour faire le dépistage des 3 virus. On est à 14% d'antigènes VHB+. Et quand on parle de l'accompagnement, et 66% de cette population n'ont jamais entendu parler de l'hépatite B et de l'hépatite C. Merci Sié. Juste dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sié, c'est un infirmier qui bosse à SOS Hépatite auprès de la Fédération et qui est sur Paris-Île-de-France, auprès des populations migrantes africaines pour faire la promotion du dépistage et favoriser sur leur accompagnement. Donc, c'est tuer typiquement, avec nos faibles moyens, l'expression de l'implication intellectuelle des SOS Hépatite auprès de ces populations. Et merci de ton engagement et de ce que tu nous as dit. Petite précision, il y a du temps d'Éric Merlet, qui était directeur à l'époque, je suis incapable de remettre une date, j'étais en train de chercher. On avait trouvé des financements, on avait fait les premiers États, ce n'est pas des États généraux, mais des rencontres francophones qui avaient lieu en Afrique. Et on avait des pays francophones qui étaient venus nous rejoindre et on avait fait un état des lieux. Et pour répondre à ta question, nous, on arrivait bien pensant, on voit les vaccinations, des nourrissons, les traitements, on réfléchissait et toutes les associations étaient là, ils disaient, nous, ce qu'on veut, c'est la vaccination des nourrissons, la rendre obligatoire dans tous les pays africains. Certains l'ont fait, mais ils ne l'ont pas fait forcément au bon moment. C'est-à-dire que quand, selon les recommandations de l'OMS, un pays africain dit on vaccine à 2 mois, et on fait, ben à 2 mois, il est où le nourrisson? Et du coup, les associations malades disaient, nous, ce qu'on veut, c'est la vaccination tout de suite à la naissance, parce que là, on l'a, le bébé, il est là, il est médicalisé, il y a au moins une sage-femme, il y a quelqu'un, etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est de dire, on n'a pas d'études, mais c'est probablement là où on a le plus de chance. Et même si on le perd de vue, c'est qu'on sait qu'une dose est déjà protectrice. Et donc, je veux dire, il faut entendre d'un côté, on a ce qui sort de l'OMS avec les recommandations, les études qui ont été faites. Et bien sûr que l'OMS ne peut pas dire autre chose que ce qui a été validé scientifiquement. Et puis après, il y a le bon sens pratique des associations de malades et qui disent ben, les bébés, on les a à la naissance et il faut au moins qu'on fasse ces vaccins à ce moment-là. Et c'est ça, je crois aussi, le pouvoir, et je vais conclure là-dessus, le pouvoir associatif, c'est de venir bousculer et de venir parler de la faisabilité, de dire en pratique, c'est à ce moment-là qu'on peut faire les choses et voilà comment on peut imaginer les choses.